La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La session de l'Assemblée générale des Nations unies, la 64e édition, a démarré hier. Le chef de l'État Faure Eswazimana Nyasimbe y prend part aux côtés d'une centaine de ses pairs du monde. Ils vont évoquer tour à tour les questions de l'heure en lien avec leurs pays respectifs. Les enseignants-chercheurs de plusieurs universités sont en colloque du côté de Kara. Ils découvrent ensemble leurs différents travaux et surtout l'utilité de ces travaux pour le monde scientifique. Les détails dans ce journal. Et puis, vous avez des enfants de 0 à 5 ans et vous êtes dans la partie nord du pays. Demain débute une campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte hier à New York, aux États-Unis. Le président de la République, Faure Eswazimana Nyasimbe, a assisté à la séance d'ouverture du débat général au siège de l'organisation. Les dirigeants des 193 pays membres s'exprimeront tour à tour sur les sujets qui préoccupent leur peuple. Joseph Amégan pour des précisions. Présent à New York dans le cadre de la 114e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Faure Eswazimana Nyasimbe, a assisté à la séance d'ouverture du débat général au siège de l'organisation. Durant une dizaine de jours, les leaders de la planète interviendront pour fixer le cap d'une approche de prospérité de leur nation en vue de dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Au siège des Nations unies, les dirigeants des 193 pays membres s'exprimeront tour à tour sur des sujets qui préoccupent leur peuple. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et d'autres intervenants, notamment les chefs d'État et de gouvernement, ont insisté sur une stratégie commune de lutte contre le réchauffement climatique, le terrorisme, la faim, la misère et bien d'autres fléaux. À New York, le chef de l'État togolais a participé activement à des sessions et rencontres de haut niveau portant sur l'action pour le climat, à l'initiative du secrétaire général des Nations unies, et sur la protection de la liberté de religion initiée par le président américain Donald Trump. Le président Faure Nyasimbe a également échangé avec des personnalités sur des questions de développement et de coopération dans la perspective de rassurer les partenaires à investir davantage au Togo. Le chef de l'État togolais était l'invité d'honneur au lancement de Africa Center, une plateforme de prestations digitales aux côtés de Aliko Dangote, Mo Ibrahim, Bill Gates et du président ghanéen Nana Akufo-Addo. C'était à l'occasion de Africa Future Forum qui s'intéresse aux opportunités de développement de l'Afrique. Le président de la République, Faure Eswazimana Nyasimbe, a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mafex Ganem, a évoqué avec le chef de l'État les projets prioritaires du Togo à être soutenus par la Banque mondiale. Nous l'écoutons au sortir de l'audience. Opportunité pour moi d'écouter un peu le chef de l'État, voir avec lui les priorités
du Togo et comment la Banque mondiale peut continuer à soutenir les actions du gouvernement togolais pour le développement et la croissance économique. Nous avons surtout parlé de développement du secteur de technologie digitale. Il y avait Madame la ministre qui était présente avec nous. On parlait de projets dans le domaine de développement de l'économie digitale et toutes les opportunités que dans ces nouvelles technologies. Merci. À la primature à Lomé, le chef du gouvernement Comissé Lom Klassou a reçu une délégation de l'Ordre national des pharmaciens du Togo ce jour. Le président de l'Ordre a rassuré le chef du gouvernement de la disponibilité du secteur pharmacie à contribuer à atteindre l'objectif de santé de qualité pour tous. Nous écoutons Dr Pito au micro de Dodo Wari. Nous sommes venus voir son Excellence pour partager avec lui certaines préoccupations et surtout échanger avec lui sur l'engagement du pays à travers le plan national de développement qui est porté aujourd'hui par le gouvernement togolais, dans lequel les pharmaciens du Togo souhaitent s'engager. Les médicaments que les pharmaciens gèrent contribuent, je dirais, essentiellement justement à l'atteinte de cet objectif de santé. Et le Premier ministre n'a pas manqué de nous exhorter à assurer correctement nos missions et surtout à rendre de plus en plus disponibles des médicaments génériques pour l'ensemble de la population. Et nous avons également fait part de nos défis au niveau de la profession, les défis qui concernent aussi tout ce que nous devons mettre en œuvre pour garantir à nos populations des médicaments de qualité, des médicaments accessibles à tous. Il faut savoir que les normes aujourd'hui dans le secteur évoluent. Nous avons l'obligation de faire des investissements pour continuer à garantir la disponibilité des médicaments parce que ce n'est pas évident. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui est très exigeante en matière de normes pour pouvoir importer et pour pouvoir distribuer. Il a insisté sur notre contribution attendue sur l'axe 3 de ce PND. Et nous avons aussi partagé avec lui nos projets, notamment nos prochaines journées ordinales qui vont se tenir du 5 au 15 novembre. Et nous avons donc sollicité le soutien du gouvernement par rapport à cette activité-là. Sur tous ces sujets, je peux vous assurer que nous avons eu une bonne oreille du Premier ministre et il nous a également prodigué des conseils. Il nous a fait un large partage du plan national de développement, le PND, et nous a plus éclairé sur le rôle attendu de chaque secteur pour pouvoir contribuer à cette création de la richesse nationale, et le secteur pharmaceutique aussi est attendu pour sa contribution. Merci madame. Merci. Ouais. Je vous le disais en titre, l'université de Kara tient depuis lundi son 3e colloque scientifique international. Les enseignants-chercheurs issus de cette université, de celle de Lomé et d'autres universités échangent sur leurs travaux et s'interrogent sur leur finalité. La cérémonie d'ouverture du colloque avec Nestor Mozo depuis Kara. Les universités africaines ont 3 missions classiques principales: la formation, la recherche et les services aux communautés. L'université de Kara s'emploie à remplir efficacement ces missions. Depuis quelques années, elle a impulsé une nouvelle dynamique à son fonctionnement. L'un des exemples est la tenue du colloque scientifique international. Après un premier essai en mai 2014 et un second en septembre 2017, l'université de Kara organise un 3e colloque. Un rendez-vous des enseignants-chercheurs et des étudiants des universités du Togo et d'ailleurs. Objectif, partager les résultats des travaux de recherche effectués avec en toile de fond le thème « L'université africaine au cœur de la création des valeurs, l'académique et la recherche en question ». Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de diplômés du supérieur n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active. Alors, avons-nous créé des valeurs? Avons-nous bien formé? Voilà le sens de l'interrogation. Au niveau de la recherche, nous nous rendons compte que les priorités
de la société ne sont pas toujours reflétés dans ce que nous faisons comme recherche. Comment s'organiser autrement pour que le travail de recherche que nous faisons ne serve pas seulement à produire des mémoires, à produire des publications, à bavarder, à faire de beaux discours, mais que ça serve, comme dans les autres pays, à fabriquer des ordinateurs, à fabriquer des voitures, à transformer l'agriculture, à produire de la richesse. L'université africaine doit être consciente donc aujourd'hui qu'elle est à la croisée des chemins, puisqu'il y a un écart de plus en plus profond entre ce qu'elle fait et ce que la société attend. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche salue la pertinence du thème choisi pour ce colloque, ainsi que la pluralité des champs disciplinaires. Ce thème, dans ses différentes déclinaisons, interpelle sans nul doute de nouveau l'institution universitaire dans son rôle à la fois d'éducation, de formation, de recherche et de catalyseur des intelligences. Par la création des valeurs, l'université doit être à l'avant-garde du processus de modernisation de nos États. Comment les universités peuvent-elles accompagner et conduire ce processus dans la perspective de la vision d'une Afrique, continent émergent à l'horizon 2030 pour les uns et 2050 pour les autres? Cette question lancinante se pose depuis plus d'une décennie. On comprend pourquoi il est apparu nécessaire de revoir notre système éducatif au regard de nouvelles exigences d'un monde globalisé, en mettant en exergue la nécessaire symbiose entre la formation donnée et les attentes de la société. La cérémonie d'ouverture de ce troisième colloque scientifique international de l'Université de Kara a été marquée par une conférence inaugurale. Animée par le vice-recteur honoraire de l'Université de Parakou au Bénin, cette conférence a porté sur les nouvelles frontières d'attractivité des universités africaines dans un contexte de compétition internationale. Le conférencier s'est appesanti sur la nécessité de penser autrement l'académie pour aller vers les formes d'université entrepreneuriale. Enseignement au premier degré à présent avec ces 600 enseignants volontaires qui sont au terme de leur formation. Durant 9 mois, ils ont acquis les bases de l'enseignement pour une éducation de qualité. Qu'ont-ils appris? Arnaud Kiliou nous répond. Après 9 mois de formation duale avec des méthodes innovantes incluant les techniques de l'information et de la communication, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a fait des volontaires des enseignants professionnels. Ils sont 600 à recevoir leurs attestations de reconnaissance de mérite pour une carrière enseignante. Nous tenons à travailler en tant que maîtres que nous avons tant souhaité. Cette qualité est rentrée dans nos apprentissages. La formation à distance des maîtres a été initiée par l'Agence universitaire de la francophonie AUF pour aider les États membres à atteindre les ODD 4, assurer une éducation de qualité équitable et inclusive pour tous. Un modèle adapté pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le principal avantage de ce type de formation, c'est effectivement que la formation continue des enseignants peut être assurée tout en maintenant les enseignants dans les classes. Donc, compte tenu parfois des difficultés qu'on peut avoir à mettre suffisamment d'enseignants en face des élèves, l'avantage c'est que l'enseignant est formé tout en restant en classe. De ces formations, c'est vraiment d'avoir été conçu avec et par l'ensemble des acteurs, donc en fonction vraiment des thématiques prioritaires pour la formation des enseignants. Pour le ministère, il y a lieu de capitaliser les acquis et étendre la formation dans les zéniths du Togo. Les enseignants qui ont été formés, le pays a accepté et a concédé l'examen écrit du CAP pour ces enseignants-là. Logiquement, eux-mêmes, ils devaient se former et passer le CAP libre. Mais le Togo a accepté de les encadrer et d'orienter toutes leurs connaissances pour leur donner la chance de réussir au CAP. Ce qui s'est manifesté par une admission de 86,41% au CAP. C'est donc l'un des premiers acquis. Le deuxième acquis, c'est que nous avons aujourd'hui les livrets de formation pour le primaire. Nous avons les 5 livrets qui peuvent servir à la formation d'autres personnes.
Troisièmement, il faut reconnaître que la formation duale permet en même temps d'être sur le terrain et en même temps d'appliquer la théorie que l'on reçoit au cours sur le terrain en vue d'ajuster pour voir ce que ça donne au fur et à mesure que l'on avance. Nous envisageons également au niveau du primaire la généralisation. Nous avons seulement travaillé sur 3 zéniths qui existaient au moment où le projet était arrivé. Il s'agissait donc de l'île de Tablibo, de Notché et de Dapaon. Maintenant, nous avons 6 zéniths, voire 7. Nous pensons qu'il faille aller dans toutes ces zéniths puisque les besoins sont là sur le terrain. Les bénéficiaires ont été appelés à plus de professionnalisme pour impacter l'acquisition des compétences des apprenants dans leurs classes respectives. Quelles sont les ONG qui opèrent au Togo? Le gouvernement togolais veut connaître leur dénombrement exact pour une meilleure synergie d'action. Une opération nationale de cartographie de ces ONG a débuté par Dapaon. Le compte rendu avec Chazanam Baga. Et nous consultons dans ce sens. Le gouvernement togolais relance ici à Dapaon son idée de cadre de concertation entre l'État et la société civile. Ceci suite au constat d'échec de l'ancienne tentative qui date de 2017. En 2017, nous avons fait un tour dans toutes les régions du Togo pour sensibiliser et demander aux ONG et même aux associations de réfléchir ensemble pour trouver un format à ce cadre de concertation que le gouvernement veut mettre en place. Mais malheureusement, 2 ans ont écoulé, on n'a pas pu obtenir de résultats. L'idée, c'était que la base, c'est-à-dire ces acteurs de développement, puissent eux-mêmes définir le cadre, le schéma ou le format de ce cadre de concertation. Désormais averti, le gouvernement a décidé cette fois-ci de prendre le lead de cette nouvelle démarche qui se veut inclusive et participative. Il s'agit pour les plus hautes autorités de disposer d'une cartographie actualisée des ONG, organisations non gouvernementales qui sont effectivement actives sur le terrain et mieux organiser leurs actions en fonction des stratégies de développement national. Il s'agit de faire en sorte que toutes les ONG qui opèrent sur l'ensemble du territoire, leurs actions cadrent et s'inscrivent dans la mise en œuvre du PND. C'est faire en sorte qu'on travaille en synergie à la mise en œuvre effective de notre PND et qu'on dispose surtout d'un fichier des ONG. Nous sommes à peu près 100 000 aujourd'hui, 100 000 ONG. Il y en a qui se réduisent uniquement à leurs seuls responsables. Tout cela, on veut corriger. On va travailler avec les ONG qui sont effectivement sur le territoire. Concrètement, l'exercice consiste pour chacune des ONG identifiées à présenter sa zone et son domaine d'intervention, les résultats obtenus, les défis, les partenaires techniques et financiers, puis les ressources mobilisées. Une visite de terrain est prévue pour corroborer les faits à la lumière de la réalité. Ce que nous faisons avec nos bailleurs à l'extérieur, si ce n'est pas les rapports que nous rendons, ils ne nous ont jamais vus avec nos partenaires étatiques en train de faire quelque chose. Mais maintenant, ce qui va être fait permettra à ceux-là de nous apprécier. D'abord de savoir que les fonds qu'ils nous donnent, des fonds sont déjà utilisés pour le bien-être des communautés. Donc je pense que vraiment ça a félicité, il faut féliciter le gouvernement pour ces initiatives. Nous avons tant attendu ça pour échanger entre nous les ONG et se connaître davantage et connaître ce que tout un chacun fait sur le terrain. On veut vraiment accompagner le gouvernement dans notre travail. Le directeur de cabinet du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération a indiqué que la vision de cette démarche est de disposer d'une société civile forte, organisée et crédible qui va constituer le prolongement des bras de développement du gouvernement auprès des populations à la base. Elle va également permettre de relever le défi des disparités régionales en termes de couverture par les ONG. Une délégation de la présidence de la République prend part aux assises. L'organisation internationale Aide et Action accompagne le ministère de la Planification du Développement et de la Coopération à la tenue de ces assises. Dapaon est la première étape. Le processus va se poursuivre sur l'ensemble du territoire et va aboutir à un forum national pour la mise en place effective du cadre de concertation État-société civile au Togo.
Vous voulez créer une radiodiffusion sonore FM privée? Eh bien, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC vous en donne l'occasion. Son appel d'offres lancé depuis août dernier se poursuit et ce jusqu'en octobre. On en parle avec Abel Agaté et Ekoui Salah. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC veut autoriser l'installation et l'exploitation des radiodiffusions sonores privées commerciales, confessionnelles et communautaires dans 9 préfectures du pays. Golf, Agwenivé, Zio, Agou, Pelé, Koza, Dankmen, Tone et Oti-Nord. L'appel d'offres lancé par l'institution depuis le 13 août dernier se poursuit jusqu'au 25 octobre 2019. Les soumissionnaires doivent à cet effet remplir un certain nombre de conditions, notamment s'engager à respecter les clauses définies dans les cahiers de charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore, ne pas être déjà propriétaire, membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une station de radio, produire des informations sur les expériences, les capacités techniques et financières d'exploitation d'une radiodiffusion. Selon le président du comité d'évaluation des offres, l'Alcanac, les soumissionnaires dans les préfectures du Golfe et d'Agwenivé doivent s'acquitter d'un droit de dossier de 300 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA pour ceux des autres préfectures. La date limite des soumissions est fixée au 25 octobre prochain à 9 h. L'ouverture des plis se fera le même jour à 9h30 en présence des soumissionnaires ou leurs représentants. C'est la première fois dans son histoire que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veut autoriser un si grand nombre de fréquences. Objectif, étendre l'espace médiatique audiovisuel du pays. Et je voulais l'annoncer en titre, une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la partie septentrionale du pays débute demain 26 septembre 2019. Les doses seront administrées aux enfants de 0 à 5 ans pour leur éviter cette maladie. Les précisions avec Nestor Mouzo. En juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé aux autorités togolaises la découverte des cas de virus de la poliomyélite au nord du Ghana. L'OMS a alors dépêché une équipe au nord du Togo pour évaluer la possibilité d'importation de ce microbe avec les risques de contamination compte tenu des mouvements des populations. Par rapport aux résultats de cette évaluation, l'OMS a suggéré au Togo d'effectuer une mini-campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les districts sanitaires frontaliers de Tchiréponi, localité du Ghana où le virus a été isolé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires préparent activement cette campagne de riposte. Cette conférence de presse est l'une des dernières étapes de cette préparation. Les journalistes et la société civile ont été imprégnés du contexte et de la manière dont la campagne sera faite. Nous comptons surtout sur nos agents de santé communautaire afin qu'ils puissent passer de maison en maison. Donc la stratégie porte à porte pour donner les doses de vaccins oral aux enfants qui n'ont pas encore fêté leur 5e anniversaire. Tout simplement parce que ce sont les enfants les plus fragiles, c'est-à-dire qui risquent d'attraper des microbes et développer des maladies. En effet, à la naissance, ces enfants sont protégés par les anticorps de leur mère jusqu'à l'âge de 1 an. Et ce qui fait qu'on doit les vacciner pour qu'ils soient protégés contre les maladies infectieuses. Bassare et Dankpen dans la région de la Kara, Oti Sud et Tandjouaré dans la région des Savanes sont les districts sanitaires dans lesquels la campagne de vaccination contre la poliomyélite sera menée. Cette campagne va toucher près de 140 000 enfants de 0 à 5 ans. Après sa contribution dans l'évaluation des risques d'importation de la maladie, l'OMS va apporter son appui à la campagne. L'UNICEF et d'autres partenaires apporteront aussi leur soutien. Nous avons en tout mobilisé près de 400 000 doses de vaccins polio oral type 2 que nous avons convoyé dans les régions et districts à travers l'UNICEF. Et nous avons aussi mobilisé des ressources pour compléter les ressources mobilisées par l'État
afin que les activités de campagne puissent réussir dans les districts et dans les régions concernées. Entre 2008 et 2014, le Togo a effectué 14 campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, toutes ces campagnes ont connu des succès grâce à l'effort commun. Il a remercié la population pour leur adhésion à ces campagnes. Le colonel Sossinou a aussi encouragé les populations des districts de Bassar, d'Angpen, Oti Sud et Tadjouaré à saisir cette nouvelle opportunité pour immuniser leurs enfants. Il a aussi rappelé que les vaccinations de routine continuent dans toutes les formations sanitaires. Le premier tour de cette nouvelle campagne se déroulera du 26 au 29 septembre. Quant au deuxième tour, il commencera le 17 pour prendre fin le 20 octobre. Et puis la qualité s'invite dans le secteur sanitaire. C'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui le veut ainsi et forme justement des praticiens de 11 pays dans le Togo. Les explications avec Daniel Hemazo et Firmin Adjinari. La croissance démographique, les changements rapides des tendances de morbidité et de mortalité et l'émergence des problèmes de santé publique nécessitent la mobilisation des ressources financières. Dans un tel environnement, les décideurs ont besoin d'informations nationales fiables sur les ressources et les usages des fonds alloués dans le domaine de la santé en vue de mieux intervenir au niveau de la couverture sanitaire. Pendant 5 jours, les experts en matière de santé de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest sont appelés à revoir les incohérences des données en matière de comptes de santé. Ceci pour une meilleure production des contrôles de comptes de santé. Dans la structuration des dépenses de la santé, les ménages dépensent beaucoup. Malheureusement, il était difficile de pouvoir quantifier tout ceci, quantifier la part de chaque contribuant au financement du système de santé et donc des services, la fourniture et l'obtention des services de santé. C'est pour cela qu'il a été initié les comptes de santé appelés avant les comptes nationaux de santé. Et ces comptes, une fois connus, permettent aussi d'harmoniser et de faire une comparabilité entre les différents pays pour voir si les pays, par exemple, de même niveau de charge de morbidité et de mortalité ont des variations dans le financement de leur système de santé. Le système des comptes de la santé est l'un des instruments puissants pour favoriser les bonnes politiques et programmes dans l'opérationnalisation en matière de santé publique. Le droit à la langue des signes pour tous sera largement véhiculé durant toute cette semaine au Togo. Et c'est dans le cadre de la Semaine internationale des sourds qui vient de démarrer. Daniel Hemazo, Gisèle Kozona et Yatar Atem nous en parlent. Elles se sont offerts un cadre de joie et de gaieté. Ces personnes, représentant des handicapés auditifs, célèbrent la Semaine internationale des sourds, observée chaque dernière semaine du mois de septembre dans le monde. Caravanes, danses, activités ludiques ont marqué cette rencontre organisée par l'Association des sourds du Togo, AST. Au niveau de la sécurité, ce n'est pas du tout aisé pour la personne sourde, parce que la protection de la personne sourde n'est pas prise en compte. Comment avoir le permis de conduire au niveau de catégorie A, catégorie B, ce n'est pas aussi facile. Au niveau des hôpitaux, l'accès n'est pas évident, n'est pas facile parce qu'on n'a pas d'interprète en langue de signes pour accompagner la personne sourde. En fait, la langue de signes, c'est la communication, c'est le moyen par lequel la personne sourde se communique avec les autres, avec ses pairs. Ces handicapés auditifs sont confrontés quotidiennement à des difficultés, parmi celles-ci la communication. Ils sont accompagnés par le ministère de l'Action sociale, de la promotion et de l'alphabétisation, ainsi que la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Cette semaine se focalise sur la particularité des personnes handicapées et spécifiquement sur la promotion de la langue des signes. La présence de la FETAF se justifie par le fait que ce réseau est au service de la promotion des personnes handicapées et soutient justement une de ces associations membres qui s'occupe spécifiquement des questions du handicap auditif. Dans la logique du réseau, nous offrons surtout le renforcement des capacités techniques à nos associations membres pour les amener à être de plus en plus indépendants, pour les amener à être à même de mobiliser les ressources et d'être professionnels
sur des aspects liés à la gestion de projets. Le droit à la langue des signes pour tous, un combat que cette couche sociale entend mener avec tous à travers campagne, ville, pays, continent et le monde. L'Association des sourds du Togo veut, à travers cette semaine internationale, réduire les écarts entre la société et les malentendants. Des travaux de maintenance d'installations électriques sont en cours à la prison civile de Lomé. Où en sont-ils? Eh bien, le garde des Sceaux est allé aux nouvelles ce mercredi. Le compte rendu de sa sortie sur le terrain avec Sonia Amenipo. De nouvelles installations électriques et des appartements en cours de construction ici à la prison civile de Lomé. Des ouvrages qui viennent remédier aux problèmes d'incendie répétitifs et d'encombrement de la cour à l'intérieur auquel est confrontée cette maison de correction depuis quelques années. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en visite sur les lieux, constate l'effectivité du démarrage des travaux. Cette visite que j'ai effectuée ce jour est la deuxième en 2 mois. C'est pour faire le suivi de ce que nous nous sommes déjà dit au cours de la première rencontre avec nos frères et sœurs, les détenus. Parce qu'il était question de revoir le problème d'installation électrique et d'aménagement de la cour. Il fallait trouver des solutions idoines. Donc après cette première rencontre, nous sommes allés à la recherche justement des solutions. Et je suis venu leur dire comment nous avons pu avoir cette solution-là, puisque les travaux ont effectivement démarré depuis quelque temps. Je leur ai expliqué que c'est grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État que les nouvelles installations électriques ont commencé. Et ces installations sont d'un coût de 58 millions. Dans 1 ou 2 semaines, les nouvelles installations seront faites. Non, franchement, le travaux qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Bon, comment ils ont commencé jusqu'à présent, bon, on voit que ça avance et on espère que ça va aller. Cette visite, c'est aussi une occasion pour le ministre et sa délégation d'échanger avec les détenus sur les dispositions à prendre pour la protection et la pérennisation des installations. C'est de prévoir le modus vivendi. Quand les travaux seront terminés, quels doivent être les nouveaux comportements des détenus, des utilisateurs de ces œuvres-là, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers qu'avant. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pouvons pas percevoir à l'extérieur. L'occupation rationnelle de la cour, des gens qui disent, voilà, tel bâtiment est proche de la Patam, donc c'est nous qui devons occuper tel espace, etc. Donc il faut mettre vraiment un règlement en place pour contrer les velléités des uns et des autres. Donc nous sommes venus discuter avec eux pour que d'ores et déjà, ils puissent se sensibiliser et qu'ils puissent nous proposer des modus vivendi et que nous aussi, nous puissions adapter nos idées à ce qu'ils vont proposer pour qu'à la fin des travaux, tout se passe bien. Des doléances à l'endroit de l'autorité ont été formulées par les détenus pour l'amélioration de leur cadre de vie. Ces travaux rentrent dans le cadre de la politique de modernisation des prisons du Togo entamée depuis quelques années par les autorités du pays. Par voie de communiquer, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale informe les candidats au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique qu'ils peuvent consulter la liste définitive des personnes retenues pour les épreuves écrites du 27 septembre 2019 au lieu suivant: à Lomé, au ministère chargé de la fonction publique et au ministère chargé de l'agriculture, à Kara, à la direction régionale du travail et à la direction régionale de l'agriculture. Les centres d'écrit retenus à Lomé et à Kara sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Pour les candidats au poste de chauffeur, la date des épreuves écrites et pratiques est fixée au 1er octobre 2019 à la direction du garage central administratif pour ceux de Lomé
et au 7 octobre 2019 à la direction du garage central administratif section Kara pour ceux de Kara. La 40e édition de la Journée mondiale du tourisme sera célébrée le 27 septembre prochain. Mais en attendant, des journées portes ouvertes ont débuté ce jour sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Que peut-on y voir? Amira Biao et Clarisse Atikle y ont fait un tour. De par ses différents domaines d'activité, le tourisme joue un rôle prépondérant dans l'économie nationale. C'est également un grand pourvoyeur d'emplois. De l'hôtellerie à la restauration en passant par des agences de voyage, les métiers et emplois générés par ce secteur sont énormes. Ces journées portes ouvertes sont un moyen idéal pour le ministère en charge du tourisme de rendre visibles ces différents métiers. Si nous prenons les agents de voyage, ils emploient plusieurs personnes. Les guides de tourisme, les agents de comptoir, ceux qui sont chargés de faire le marketing et tout ceci. Vous allez dans les hôtels, vous allez voir les hôteliers, les restaurateurs, que nous appelons souvent les serveurs, les barman, les garçons et femmes de chambre, et il y en a plein. Donc les écoles forment en ce sens pour permettre aux hôtels de puiser le personnel dont ils ont besoin pour étoffer leur entreprise. Le tourisme crée donc de l'emploi et de la richesse. Et il est donc nécessaire que des actions soient envisagées pour valoriser, promouvoir et faire développer le secteur. Dans le secteur du tourisme, comme celui de la culture, contiennent un immense trésor. Il nous revient de fouiller, de bêcher pour retrouver ce trésor. Deux secteurs silencieux, mais deux secteurs commensaux. Et il est aspiré qu'à partir de cette année, les deux secteurs se vivifient mutuellement et j'en appelle à l'organisation pour que l'année prochaine, ce soit aussi la journée ouverte de la culture, les deux secteurs jumelés. Ces journées portes ouvertes étaient également l'occasion pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de remettre officiellement aux hôtels, agences de voyage et de tourisme ainsi qu'aux restaurants des licences d'exploitation en remplacement des autorisations qu'ils utilisaient jusqu'ici. Et voilà, c'est sur ces images de journée portes ouvertes du ministère du Tourisme que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Yokohama et de Tokyo au Japon. Au revoir.